Isabelle Coupé-Soubeyran, bonjour. Bonjour Mathias. Vous êtes économiste, maître de conférences à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous publiez une réédition de votre livre Parlons Banque en 30 questions, coécrit avec Christophe Nijdam aux éditions de la documentation française. Alors c'est un livre pédagogique qui dresse en introduction un panorama sur les grands enjeux du monde de la banque et qui ensuite répond de manière très courte, une double page par question, au fonctionnement, aux grands enjeux du monde actuel bancaire. Alors première question, depuis la première publication de votre ouvrage en 2014, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a plus de risques? Alors, les choses ont changé, fort heureusement, mais sans doute pas suffisamment. Et si au fond votre question, c'est celle de savoir si on risque de voir éclater une crise financière dans les prochaines années, malheureusement, la réponse, c'est que ce risque n'est pas négligeable. Pourquoi? Au moins deux éléments. Le premier élément, c'est que certes, l'économie mondiale a retrouvé le chemin de la croissance, et nos économies aussi, mais la dette a continué d'augmenter. Alors on se focalise beaucoup sur la dette publique. Ce n'est pas la dette publique ici que je pointe, c'est la dette du secteur privé. Et la dette du secteur privé a continué d'augmenter aussi bien dans les pays avancés que dans les pays émergents. Et ça rend le secteur privé très vulnérable à la remontée des taux d'intérêt. Et en particulier, si celle-ci se réalisait trop rapidement. Et dans le même temps, ce qui est assez compliqué, c'est qu'on ne va pas pouvoir continuer à fonctionner avec des taux d'intérêt trop bas, trop longtemps, parce que c'est un facteur d'instabilité financière, c'est un facteur de bulle. Donc vous voyez que le chemin que vont devoir emprunter les banques centrales est un chemin assez escarpé. Par ailleurs, le deuxième point, c'est que nous sommes, en dépit de la reprise, dans un climat d'incertitude qui est fort. Alors, pas seulement aux États-Unis avec l'imprévisible Donald Trump, mais également en Europe, dans la zone euro, parce qu'il y a des doutes majeurs sur la capacité de la zone euro à se réformer. Et tout cela fait qu'on a véritablement besoin aujourd'hui d'un secteur bancaire et financier qui soit fort, qui soit résilient, qui soit capable de supporter le financement de l'économie et qui soit capable d'affronter des tempêtes. Or, il me semble, si vous voulez, que les banques et leurs représentants ont plutôt dépenser beaucoup d'énergie à résister contre le progrès de la stabilité financière. Alors justement, est-ce qu'il faut croire les banques quand elles nous disent qu'il faut lever le pied sur la régulation ? Moi, vous savez, je suis devenue très sceptique vis-à-vis du discours du lobby bancaire, parce que, par essence, c'est un discours sectoriel. C'est un discours sectoriel, donc un discours qui fait fi de l'intérêt collectif. Or, l'intérêt collectif, qu'est-ce que c'est? Ce ne sont pas les profits des banques, ce n'est pas la préservation de la rente des banques. L'intérêt collectif, c'est la stabilité financière. Les banques, là encore, ont passé pas mal de temps, si vous voulez, à résister au progrès de la stabilité financière. Et même si l'on considère simplement, finalement, leur pur intérêt sectoriel. Il me semble, au fond, que c'est un discours à courte vue. Pourquoi? Parce que l'intérêt à moyen long terme du secteur, c'est d'être capable de livrer des batailles. Et des batailles, il y en a à livrer aujourd'hui. Alors, il y a des enjeux, Exactement. Il y a celles que les banques livrent sans trop de difficultés, me semble-t-il, même si ça risque d'être de plus en plus difficile. C'est la bataille qui consiste à apprendre à vivre dans un univers de taux bas. Ce n'est pas un univers très confortable pour les banques comme pour les assurances. Mais il y a une autre bataille qui s'engage et qui sera beaucoup plus difficile à livrer. C'est celle face à l'essor du numérique, face à l'essor des fintechs, qui sont de nouvelles entités financières, de nouveaux acteurs, qui maîtrisent parfaitement bien les nouvelles technologies, qui concurrencent les banques sur un certain nombre de services. Alors tant que ces fintechs seront des petites start-up, les banques finalement arriveront à en faire leur affaire. Mais si ce sont les GAFA qui s'engagent davantage dans cette bataille, eh bien là, ce sera une toute autre histoire. Et il me semble, si vous voulez, que dans ce contexte-là, eh bien, il faudrait que les banques aient véritablement les reins solides, qu'elles soient capables de livrer cette bataille. Or, à s'échiner comme elles l'ont fait contre la réglementation, je pense qu'elles sont allées finalement à rebours de leur résilience. Alors justement, est-ce qu'on est rentré aujourd'hui dans une grande phase de dérégulation financière ? On n'est pas encore dans une phase de dérégulation active. Cela étant, le risque de voir détricoter les réformes qui ont été engagées à la suite de la crise financière de 2007-2008, ce risque-là est très élevé. Alors, il l'est bien sûr aux États-Unis, c'est patent, avec Donald Trump qui a déclaré vouloir défaire Dodd-Frank et qui surtout
place, si vous voulez, à la tête des autorités de supervision, y compris à la tête de la Banque centrale, des représentants des intérêts du secteur bancaire et pas des représentants de l'intérêt général. Mais je crois qu'il ne faut pas négliger non plus ce risque au niveau européen. Car au niveau européen, que constate-t-on ? Eh bien, on constate que les réformes n'ont plus du tout le vent en poupe. La réforme structurelle du secteur bancaire européen, elle a été totalement abandonnée. Il n'est plus question non plus de taxer les transactions financières à une échelle européenne. On ne se préoccupe pas tant que cela du risque systémique que font peser les mastodontes bancaires européens. Au contraire, on continue de les encourager. Donc, c'est un problème. Et vous voyez, si on fait un petit tour des réformes, finalement, en Europe, la seule qui véritablement se poursuive est encore le vent en poupe. C'est laquelle ? C'est la réforme d'Union des marchés de capitaux. Que fait cette réforme ? Elle facilite l'accès à la dette des entreprises et elle entend relancer la titrisation. Ce sont les deux ingrédients majeurs de la précédente crise financière. Là, on n'est pas simplement, si vous voulez, dans l'amnésie. Qu'est-ce qu'on fait ? On réintroduit les ingrédients de la crise et on imagine que cela produira d'autres effets. C'est de la folie. Eh bien, un grand merci, Isabelle Coupet-Soubeyran, pour cette analyse très intéressante et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin. Je rappelle la publication de votre livre Parlons Banque en 30 questions, coécrit avec Christophe Nijdam aux éditions de la Documentation Française. Merci à vous. Merci.